Bonjour tout le monde, donc je continue cet enregistrement concernant la déficience visuelle et l'apprentissage musical. Donc cette fois, voilà, on y vient, c'est l'apprentissage et l'enseignement du piano. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour aujourd'hui, je vais me contenter juste de parler de mon propre apprentissage du piano, puisque ça va illustrer parfaitement. Et la prochaine fois, ce sera tout ce qui est de l'ordre de la pédagogie et de l'adaptation aux déficients visuels. Pour mon cas, je commence le piano à 10 ans. Je développe rapidement l'intérêt pour les œuvres musicales, plutôt lentes, où évidemment on doit se concentrer sur la sonorité, ce qui paraît tout à fait logique dans mon cas, puisque ça démontre bien une certaine qualité d'écoute. Je la développe dès le départ, ça paraît logique. Et donc je prête une grande attention à la sonorité, ce qui me procure une sensation de bien-être, et j'ai l'impression de m'y reconnaître et de retrouver mes origines, en quelque sorte mes racines, ce qui paraît logique aussi, puisque n'oublions pas que les déficients visuels, avant tout, grandissent en fixant leurs priorités sur la sonorité, sur le son, sur des choses comme ça, sur tout ce qui est de l'ordre de la stimulation auditive. Ce récepteur sensoriel prend le dessus par rapport à la vue, ce qui est tout à fait normal, d'accord. Vous voyez, là déjà on voit encore un parallèle, comme j'ai essayé de faire dans la première partie, par rapport à certaines qualités que développent naturellement les déficients visuels. Un certain parallèle donc entre ces qualités qui sont innées, enfin pas innées, qui sont développées par compensation tout simplement, et certaines autres qualités nécessaires à l'apprentissage musical. C'est un hasard, c'est comme ça, mais encore une fois, ça s'est même retrouvé d'ailleurs chez le seul élève que j'ai pu avoir, malheureusement, d'ailleurs je regrette, mais j'ai eu un seul élève qui était comme moi, qui présentait le même problème d'ailleurs, un nystagmus, pareil. Et donc, comme par hasard, on retrouvait les mêmes qualités et les mêmes défauts aussi d'ailleurs, on en parlera, n'est-ce pas, au niveau motricité, niveau tonicité musculaire. Et c'est marrant, c'est la même chose qui se retrouve. Je regrette de ne pas avoir eu plus de témoignages là-dessus, mais en tout cas, voilà. Dès le départ, on peut constater une qualité d'écoute qui est nettement supérieure à la moyenne, et une priorité qui est fixée sur l'oreille, sur l'audition, et non pas sur la vue, ce qui paraît tout à fait normal. Alors évidemment, je ne veux pas faire de raccourcis superficiels en disant que les déficients visuels sont beaucoup plus aptes à apprendre le piano. C'est quelque chose qu'il faut. Ce que j'essaie juste d'expliquer, c'est que certaines qualités qu'ils développent naturellement par compensation, comme par hasard, se retrouvent également dans l'apprentissage d'un instrument. C'est la seule chose que j'essaye de dire, bien entendu. Donc pour mon cas, dès la première leçon, et même encore aujourd'hui, je fais fonctionner ma mémoire. Bon, ça paraît évident. Ce que je fais, c'est que je lis seulement quelques notes. C'est pareil encore maintenant, dans toutes les œuvres que j'étudie, c'est exactement la même chose. Allez, je lis peut-être, je sais pas, une mesure, ça dépend un peu de la difficulté du morceau. À cette époque-là, oui, cela devait être, je n'ai pas non plus de souvenirs parfaits, mais ça devait être peut-être une note, deux notes, à mon premier cours, pas plus. Et immédiatement, en fait, j'ai le réflexe de la répéter par cœur. C'est une mémoire, vraiment, on peut dire, photographique, en quelque sorte. Alors évidemment, ça présente certains avantages, parce que j'avance très rapidement. Évidemment, puisque le par cœur se met en place très vite, donc on peut tout de suite parler nuance, interprétation. Je me souviens, j'en parlais moi aussi à mon professeur. Alors c'est marrant, parce que je faisais ça, c'est un truc qui me revient. Je faisais beaucoup de réflexions sur le son. Par exemple, je l'entendais elle jouer. Et je lui disais, alors je lui disais peut-être pas avec ces mots-là, mais comment ça se fait qu'elle, son timbre était différent, tout simplement. C'était ça, en fait, la question que je me posais. Mais je ne l'exprime pas de cette façon. Je disais, mais comment ça se fait que c'est pas pareil quand vous jouez? Enfin bref, voilà, c'est des trucs qui me sautaient aux oreilles. Et tout de suite, j'essayais justement de changer un peu la sonorité par rapport à ce que j'entendais. Voilà, il y avait une focalisation sur le son de manière générale. Et donc, l'histoire de la mémoire, ça s'explique facilement, parce que justement, ce fameux nystagmus, dont je parle, dont il est question à propos de cette déficience visuelle, puisque ça me concerne à la fois moi et cet élève que j'avait eu, c'est caractérisé par des mouvements, en fait, des mouvements oculaires saccadés.
Donc, ça réduit la fluidité de la lecture. Ça la réduit à, je sais pas, 1 seconde, 2 secondes maximum. C'est le temps maximal pendant lequel pardon, le regard peut se fixer. Donc évidemment, vous imaginez, tout arrive de manière fragmentée. Vous voyez, là encore, là aussi, on a toujours cette notion de fragmentation hein, qui était très présente depuis le tout début. Alors ça, vous voyez, ça par exemple, on peut dire que ça fait partie des défauts naturels que c'est pas leur faute, mais bon, que tous les déficients visuels présentent, c'est la fragmentation des informations qui nous arrivent. Du fait que la vue, évidemment, est complètement est fragilisé. Donc du coup, toutes les infos nous arrivent de manière fragmentée et le cerveau doit faire un effort monumental pour arriver à réunir les fragments. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup handicapé, je me souviens dans mon apprentissage, notamment dans la gestuelle. C'est marrant, mais bon, et même encore aujourd'hui, de temps en temps, je me surprends, mais la différence, c'est que maintenant, je le sais. Donc du coup, en l'ayant analysé, en ayant réfléchi dessus, bah, j'ai plus aucun problème maintenant. Sauf qu'à cette époque-là, bah, à 10 ans, bon, bah, on n'a pas la capacité de réflexion qu'on a à 30 ans. Ça paraît évident. Et donc il y a un autre problème, c'est que le déchiffrage d'une partition, contrairement à la lecture d'un texte, parce que la lecture d'un texte, évidemment, quand on met des lunettes, on peut s'en tirer, on peut arriver à lire. Pourquoi? Parce que le déchiffrage d'une partition sollicite davantage la gymnastique visuelle. Et oui, parce que le mouvement de l'œil, quand on lit une partition, il n'est pas seulement horizontal, ça serait trop facile. Hein, non, la coordination des deux systèmes de lecture, que sont la clé-to et la clé-fa, entraîne forcément des mouvements oculaires multidirectionnels. Et ça, c'est absolument impossible avec ce déficit visuel. Impossible. Vous aurez beau, c'est ce qui se passait d'ailleurs, hein, agrandir les partitions, la coller sur le pif des élèves, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez. C'est la caractéristique même de ce problème, c'est que le regard ne peut pas se fixer plus de, allez, dans le meilleur des cas, 2 secondes, 3 secondes. Inévitablement, il y a un mouvement de la tête qui fait que l'œil va essayer de trouver une position pour se replacer, pour se recadrer correctement. Et donc, bah, comment voulez-vous déchiffrer dans des conditions pareilles? Ça n'existe pas, c'est impossible. Donc évidemment, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je trouve une forme de compensation naturelle, hein, comme toujours, un suppléant à la vision. Et donc je développe très rapidement une représentation mentale des notes. Et là, on y est évidemment, hein, bien sûr, c'est ce que je disais dans la première partie. Alors il y a le mot, une analyse hein, des gestes, une analyse des sensations en quelque sorte, et tout ça, bah, ça va structurer la mémoire. Donc vous voyez là déjà, dès le premier cours, on a cette notion de représentation mentale qui est vraiment flagrante. Pourquoi? Et encore une fois, je le répète, c'est parce que c'est... comment dire, les gens ont parfois du mal à comprendre cela. C'est que tout le comportement, c'est ce que je disais dans la première partie d'ailleurs, tout le comportement d'une personne handicapée s'explique à partir de son handicap. Je parle bien du comportement, hein, bien sûr, de la façon d'agir, de penser, de réfléchir. Comment dire, parce que c'est comme ça, on essaie d'accroître son monde intérieur et justement la représentation mentale du monde extérieur, la sensibilité, la réflexion, la pensée, tout ce que l'on est en fait, hein, c'est ce que je disais déjà. Et donc là, ça se retrouve directement. Dès le premier cours de piano, les déficients visuels vont développer justement cette histoire, j'appelle ça de monde intérieur ou de représentation mentale, comprenez-le comme vous voulez, c'est la représentation mentale des phénomènes qui va enrichir et qui va affecter nos intuitions. Il y a une forme d'intuition tout de suite qui se met en place, c'est vraiment instantané, ça je m'en souviens dès le départ. Dès le départ, le fait de raisonner par cœur vous développe beaucoup plus tout ce qui se passe, justement, toute l'imagerie mentale, l'hémisphère droit, etc., tout ça, absolument tout. Et donc ça... Et comment dire, depuis tout petit en fait c'est le cas. Ça contribue d'ailleurs au développement psychomoteur, hein, c'est ce qu'on disait aussi au tout début chez les bébés. C'est exactement pareil, ça commence comme ça, puis ça se finit après de la représentation mentale au piano. C'est une suite logique finalement hein, de la compensation du handicap. C'est une forme de liberté d'esprit quelque part, hein, on trouve son propre chemin. Hein, on en a déjà parlé, voilà, là, toute l'approche des phénomènes extérieurs, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir comprendre ce qu'il y a sur une partition, pour parler concrètement, eh ben, on a toujours besoin, quand je dis on, c'est déficient visuel, bien sûr, on a toujours besoin de l'intérioriser. Et ça, c'est un truc qui est naturel.
Complètement, c'est naturellement, on va apprendre par cœur et on va intérioriser des choses et on va faire naître dans notre esprit une forme de, comment dire, de mémoire corporelle. C'est tout ce que j'avais dit aussi dans la première partie, mais ça se retrouve instantanément dès le premier cours. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas au nom des notes. Je m'intéresse à la gestuelle, aux sensations, à tout ce qui va pouvoir structurer ma mémoire. Pourquoi? Parce que ma mémoire et mon oreille, ça va être les fils directeurs de tout. De toute cette, comment dire, de tout cet apprentissage, même on peut dire de toute la jeunesse que j'ai pu avoir. C'est pareil. Donc du coup, voilà, bon, je le répète, je ne m'intéresse pas au nom des notes, au do, au ré, mi. Enfin, je ne m'intéresse pas. Bah, disons que je le lis au début, je lis un do, je lis un ré, mais et hop, immédiatement, c'est le son qui m'intéresse, la sonorité, la sensation produite. Et bien sûr, je les mémorise hein, tout de suite. Alors inconsciemment, donc, eh ben, je me détache des notes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, justement. Et c'est-à-dire qu'elle me résonne dans la mémoire. Il y a des relations entre les sons, des directions du corps qui m'intéressent, je le sens. Hop, je sens qu'il y a un mouvement vers le haut, vers le bas, etc. Il y a une forme de représentation mentale des notes dans ma tête qui se fait instantanément et tout à fait naturellement, en fait. Hein. C'est ce qui est tout à fait normal. Donc bon, bah, je me souviens à cette époque, bah, bien sûr, j'analysais les différents mouvements, les intervalles, les hauteurs, pour les mémoriser. Alors c'était inconscient, bien sûr, mais bon, bah, je traduisais tout cela en mouvement du corps et la sonorité, bien entendu. Hein, comme tous ceux qui ne voient pas bien, bah, la sonorité sert de point de repère hein, principal, le point de repère auditif. Hein, c'est la chose la plus importante. Hein. Et donc, ce qui est marrant, c'est que en fait, j'allais dire dès les premières semaines, je pouvais me situer parfaitement sur une partition sans la regarder. Bah, forcément, puisque le fait de toujours raisonner par cœur fait que même il y a un moment en fait où vous savez parfaitement où vous êtes. Alors peut-être pas dès le premier cours, mais il y a encore, je n'ai pas le souvenir de mon tout premier cours, mais je suis sûr qu'au bout de quelques cours déjà, bah, alors je me souviens très bien, si, au bout d'un an ou 2 ans de panneau, ça je me souviens parfaitement. Mais les premiers cours, après, ça reste à vérifier, mais disons que ça s'est fait tout naturellement et tout progressivement. Hein. Tous les réflexes se sont mis en place, c'est inné tout ça. C'est-à-dire que à force de mémoriser quelque chose, d'avoir l'habitude de mémoriser, vous développez une forme de mémoire qui est photographique. En quelque sorte, c'est ce qu'on appelle une mémoire visuelle. C'est-à-dire que je comprenais le schéma, la forme, les phrases. Bon, puis évidemment, mes professeurs en plus m'incitaient dans ce sens parce qu'ils connaissaient mon problème. Donc, ça, c'est tout. C'est super, justement. C'est ce qui fait qu'on évolue très rapidement. C'est la chance d'avoir eu des profs qui pouvaient analyser comment dire, psychologiquement ou même physiologiquement son élève et qui donc pouvait s'y adapter. Alors ça aussi, ça jouera beaucoup après plus tard sur ma pédagogie. Bon là, je m'évade un peu, hein, je crois quand même. Donc, on va revenir un peu sur nos moutons, c'est-à-dire que cette analyse structurelle, qui était certes basique hein, à cette époque, bien sûr, prendra de plus en plus d'importance, et même encore maintenant, eh ben, mon fonctionnement n'a jamais changé. Voilà. Pourquoi? Mais parce que j'ai vu que ça fonctionnait, tout simplement. C'était un mode de fonctionnement, cette analyse. D'ailleurs, on y reviendra là-dessus. Hein, au niveau de l'analyse, hein, j'entends énormément de choses hein, sur les réseaux sociaux par rapport au déchiffrage par-ci, déchiffrage par-là. Mais mon Dieu, mais quelle bêtise. Mais bon, ça après, je ne peux pas en vouloir aux gens parce que les gens ont une bonne vue, donc ils éprouvent le besoin de la faire fonctionner, mais bon sang. L'analyse, justement, et l'écoute est bien supérieure au déchiffrage. C'est une bêtise monumentale, c'est une perte de temps. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Alors en parallèle, bon, je suis un cursus qui est tout à fait normal, un cursus scolaire. Bon, alors qu'est-ce que je m'ennuie? Je trouve absolument aucun intérêt lorsque je vais à l'école. Mais alors, mais aucun. Mais bon, ça ne m'a pas empêché après d'avoir une scolarité tout à fait normale. Hein, ça, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Pareil, j'avais des agrandissements, des tiers-temps supplémentaires, enfin tout ce qu'il fallait, hein, évidemment. D'ailleurs, je m'en sors même pas. J'avais pas de problème particulier en fait à l'école, mais simplement, il n'y avait aucun intérêt. Et aucun. Parce que bon, déjà, je m'intégrais jamais, hein, forcément. Hein, avec un problème comme ça, bon, vous avez quelques petits problèmes, hein, aussi quelques petits soucis de l'ordre de la sociale. Hein, ça peut se comprendre, hein, d'accord hein, vous n'êtes pas vraiment ouvert aux autres. Bon. Donc, ah oui, bon, j'ai prouvé comme tout, la plupart des gens dans ce cas-là aussi, beaucoup de difficultés quant à la distance par rapport au tableau. Hein. Ça me faisait accumuler pas mal de retard parce que là aussi, vous voyez, encore une notion de fragmentation. C'est-à-dire que je notais ce que je pouvais, en fait, hein, en quelque sorte.
Donc s'ensuit quelques petits problèmes de compréhension, on va dire, parce que il fallait réunir tous les fragments notés, parce que je ne raisonnais qu'à l'oreille en quelque sorte, parce que je voyais rien. Bon, alors ça, bon, heureusement, ça m'a jamais affecté en quoi que ce soit, hein, mes études, puisque bon, jusqu'à l'obtention du bac en tout cas, puisqu'après, bon, c'était terminé, il y a eu la fac. Bon, j'ai fait quelques années en fac de musique, mais surtout les conservatoires, hein, donc il n'y a jamais eu de problème en réalité, heureusement d'ailleurs dans mes études. Et donc cette impression d'ennui et de malaise, quelque part aussi, on peut dire, hein, dans le milieu scolaire, contraste fortement avec l'apprentissage du piano, qui là, pour le coup, correspondait parfaitement à mon profil. Ah ben oui, ça, pourquoi? Parce que, et ça s'explique encore une fois, c'est ce que je viens de dire, par le caractère, enfin les tendances, on va dire, au caractère asocial que présentent la plupart des déficients visuels, c'est-à-dire que on n'est pas forcément à l'aise, en tout cas à cet âge-là. Après, avec l'âge, on change, bien entendu, heureusement, hein, d'accord. Mais quand on est gamin, qu'on a cet âge-là, on n'est pas forcément à l'aise avec le public, hein, on va dire, avec le regard d'autrui, surtout pas forcément le public, mais le regard d'autrui. Justement, c'est là que je veux faire un parallèle, c'est que, par exemple, quand j'étais interrogé devant une classe, pour moi, c'était humiliant, insurmontable. Pourtant, je connaissais très bien mon sujet, c'était pas un problème, hein, mais alors, affronter le regard d'autrui, c'était, à cet âge-là, en tout cas, c'était absolument impossible. Mais alors, c'était même pas la peine d'y songer, enfin bref. Mais par contre, interpréter une œuvre en public, alors là, ça m'a jamais posé de problème. Ah bah oui. Bon, faut quand même avouer aussi que le centre d'intérêt joue un rôle, quand même, joue un rôle essentiel dans, comment dire, dans l'établissement du processus mémorial, hein, avec les 3 niveaux de traitement. Ça, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans une autre conférence qui concernait l'approche psychologique et physiologique, de l'apprentissage du piano. Mais ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que le centre d'intérêt, les émotions, etc., comment dire, accélèrent le processus mémorial. Donc forcément, la mémoire s'est très rapidement mise en place chez moi dans l'apprentissage du piano. Et également, ça m'a servi de point d'appui, en quelque sorte. Et l'avantage qu'il y a lorsque l'on joue au piano, lorsque l'on joue du piano, pardon, et qu'on interprète des œuvres en public, c'est qu'il n'y a pas de blocage. Pourquoi? Enfin, dans mon cas, et dans la plupart des cas d'ailleurs des gens qui sont malvoyants. Pourquoi il n'y a pas de blocage? Parce qu'il n'y a pas de regard à affronter, il n'y a pas l'interaction visuelle. Donc, c'est possible de s'exprimer librement, sans avoir à se préoccuper d'autrui. C'est parfait, je veux dire, on est dans son monde. Il faut bien comprendre qu'on se tourne plus vers l'intérieur que vers l'extérieur quand on interprète une œuvre en public. Et c'est ça le secret de tout, le secret de... Alors j'avais fait aussi une vidéo là-dessus, un enregistrement, pardon, à propos de la gestion du trac en public. Mais oui, ça aussi, voilà, encore une fois, quelque chose qui, comme par hasard, se retrouve aussi dans l'apprentissage musical. C'est-à-dire que les déficients visuels vont, encore une fois, développent tellement leur monde intérieur, il est tellement fort, toute la société lors de la représentation mentale, et qu'automatiquement, en fait, il y a une espèce de détachement d'autrui qui fait que lorsque l'on interprète en public, on est dans son monde, complètement. Mais alors, mais totalement, on plane. On a cette impression vraiment, on a plus comment dire, la conscience corporelle de ce qu'on est en train de faire, la conscience musculaire, la conscience sonore en quelque sorte. Vous voyez, c'est ça qui domine lorsque cette représentation-là qui domine, on est en train d'y réfléchir. On- il peut y avoir 10 personnes dans la salle comme une, comme 1000, on n'en a rien à carrer. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est important du tout. Donc forcément, ça me plaisait beaucoup d'interpréter des œuvres que j'étudiais parce que j'avais l'impression de partager en quelque sorte quelque chose qui était à l'intérieur. Voilà, et ça, c'était vraiment plaisant, et même encore maintenant d'ailleurs, chaque année, lorsque je suis en Chine, je donne un concert, et c'est vraiment une forme de plaisir. Alors que ce soit d'ailleurs, allez, à cette époque-là, c'était des auditions, des examens, ou du gala, des spectacles, enfin bon, voilà, je me sentais détendu, parce que, évidemment, j'étais concentré, si vous voulez, sur tout ce qui se passait à l'intérieur, et puis comment dire, je sortais jamais de mon monde, j'étais dans mes points d'appui. Tout ce que j'avais pu mettre en place dans mon apprentissage, et je conservais tous ces points d'appui et je les laissais s'exprimer librement en les contrôlant, voilà. Donc voilà, tout se passait super bien. Même encore maintenant d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc bon, quelques années plus tard, j'entre au conservatoire, alors j'avais 14 ans, je crois, quand je suis entré. Alors j'ai très bien accueilli. Ça, évidemment, ça a contribué aussi fortement à, comment dire, à l'accélération de mon évolution, c'est-à-dire que
Mon professeur à cette époque et le directeur comprenaient parfaitement ce problème visuel. C'était la première fois aussi pour eux, et ils ont été vraiment très très accueillants, ils ont fait le nécessaire, tout ce qu'il fallait, donc tout ce qui était agrandissement de partition, il y avait la dispense d'épreuves de déchiffrage, comme je l'ai dit précédemment. Qu'est-ce que vous voulez déchiffrer dans un cas comme moi? C'est absolument impossible. Et ce qui est super, c'est que j'ai eu cette dispense à la fois à 7 à Montpellier, à Paris, partout. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'a vachement aidé, faut bien l'avouer, d'accord. Il y a aussi le réglage de l'éclairage du clavier pour les examens. Ça paraît tout bête, ça paraît insignifiant comme détail pour quelqu'un qui voit normalement, mais je peux vous assurer que pour quelqu'un qui a une vue qui est faible, l'éclairage compte énormément. Tout ce qui est zone d'ombre et compagnie, c'est horrible, c'est un truc alors à éviter totalement. Mais bon, donc voilà, donc il faisait le nécessaire. Alors forcément, et ça me plaisait encore plus, ça renforçait encore plus ma satisfaction. Puis alors en plus, ce que je découvrais à cette époque, ça paraît ahurissant de le dire, à 14 ans, c'est quand même fou, c'est la place qu'occupe un élève dans un établissement. Eh ben oui, forcément, je m'emmerdais tellement à l'école, je faisais rien, que bon, encore, j'avais de la chance, ça fonctionnait, mais bon, disons que je m'ennuyais carrément, je m'intégrais jamais, alors que là, j'étais tout content, voilà, j'étais dans mon monde, j'étais vraiment dans mon élément, je baignais dans cet élément, je le répète, qui était quasi naturel, donc c'était super, voilà, je me régalais. D'ailleurs, je le dis toujours, je le répète, les plus belles années ont été de 14 à 25 ans, lorsque je faisais mes études. Ça a été vraiment super, très enrichissant pour moi. Et évidemment, la pédagogie de mon professeur a parfaitement été adaptée à mon problème. Alors ça, je peux vous dire que ça a beaucoup joué après sur la mise en place de ma propre pédagogie. Ça, on en parlera dans un autre enregistrement. Mais c'est un exemple, en fait, un exemple d'adaptabilité et d'empathie cognitive et pédagogique qui m'ont vachement influencé tout de même dans la réalisation aussi d'objectifs techniques et musicaux avec mes propres élèves, n'est-ce pas? Et donc voilà, ça je dois beaucoup à ce temps-là, à ce temps passé dans les conservatoires. Je remercie vraiment mes professeurs d'avoir été si compréhensifs en quelque sorte et de s'être parfaitement adaptés. Donc, alors je pourrais citer des exemples où, par exemple, ils me montraient, en fait, il essayait toujours d'éviter la partition, ce qui est normal, parce que, si on se focalise sur une partition, automatiquement, vous avez la vue qui intervient énormément. Donc, lui, son but, c'était de s'en servir le moins possible, en quelque sorte. Alors, bien sûr, il notait toujours des choses pertinentes, des choses importantes, que je faisais l'effort d'ailleurs de regarder, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas tellement de mots qui étaient notés, pas tellement, mais c'était très pertinent. Donc évidemment, ça aussi, c'est quelque chose qui me plaisait. La clarté des explications, la simplicité, la clarté. Et donc, par exemple, il me faisait reprendre un passage, lorsqu'il voulait me faire travailler tel ou tel passage, en me montrant sur le clavier. Jamais en me disant, tiens, là, essaie de reprendre, là, en me montrant le doigt. Non, 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 non. Il suffisait juste qu'il me joue les 2-3 premières notes du passage, je savais parfaitement où j'étais. Et ce qui est rigolo, c'est que parfois, il hésitait à me dire, tiens, reprends, machin. Et bon, je savais parfaitement où j'étais. En fait, je lui disais, oui, je sais, je suis dans le deuxième système, de la troisième page, de blablabla. Parce que la mémoire, encore une fois, est photographique. C'est ça qui est rigolo. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé aussi chez mon élève. Le seul que j'ai pu avoir dans un cas comme le mien. Et c'est-à-dire que c'était pareil, en fait. Lorsque je lui disais, tiens, essaie de reprendre sur le deuxième thème de ceci, cela, pouf, instantanément, il pouvait retrouver le passage de mémoire. Donc ça, encore une fois, c'est une qualité qui est naturelle, c'est évident. Donc c'est surtout un gros gain de temps aussi. C'est un gain de temps qui est précieux lorsqu'on a seulement 1 heure de cours, n'est-ce pas? Alors il se servait, justement, c'est là que je voulais venir, ça aussi, ça m'a vachement influencé pour mes propres élèves, c'est qu'ils se servaient de termes expressifs qu'il notait sur tel ou tel passage pour faire comprendre le message, bien sûr, véhiculé. Tout de suite dans sa tête, c'était son but, c'était, il avait très bien compris, que de toute façon je m'intéressais pas aux notes, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, elles étaient bonnes en elles-mêmes, je ne faisais pas de faute particulière, mais il avait très bien compris que ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'intériorisation, l'interprétation, la représentation mentale de ce que j'étais en train de jouer. Donc du coup, il allait parfaitement dans mon sens.
Alors je me souviens aussi que des trucs tout bêtes, mais qui vous marquent. Par exemple, ils se servaient d'une couleur différente chaque semaine. Alors ça, c'était super. Comme ça, c'était d'une clarté vraiment impeccable, quoi. C'était super. Il y avait une lecture très rapide et claire des détails que je devais travailler. Alors il y a aussi, alors ça aussi c'est un truc qui m'a beaucoup marqué et c'est quelque chose dont je me sers beaucoup avec mes élèves, c'est la prise de conscience corporelle. Alors ben évidemment, comme par hasard, ça va parfaitement à quelqu'un qui est malvoyant. Parce que déjà qu'on a une représentation de notre corps qui est très forte en quelque sorte, et de notre esprit, du fait qu'on se sert peu de notre vue, en plus, là, il a rajouté une couche. Ça devait faire partie, bien sûr, de ses méthodes à lui, parce que je le voyais faire et d'autres élèves faisaient la même chose. Mais là, pour le coup, avec moi, ça marchait particulièrement bien. C'était la prise de conscience corporelle, tout simplement. C'est-à-dire que plutôt que de faire comprendre les choses systématiquement par des mots, combien de fois on voit les professeurs dire ah gna 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 gna, là il y a une fausse note, là il y a ceci, là il y a cela, mais punaise. Il suffit juste parfois de prendre un bras, un avant-bras, un poignet, une épaule, je sais pas moi, les doigts, de faire sentir les sensations. Les sensations, il faut quand même savoir que c'est la première réaction à une expérience, c'est les stimuli sensoriels, c'est hyper important. Il n'y a pas que non plus les oreilles ou la vue, il y a aussi les sensations tactiles. Il faut juste prendre parfois la main d'un élève ou l'avant-bras, le bras, lui faire toucher le clavier, lui faire sentir. C'est du mimétisme parfois et ça marche très très bien parce qu'après on intègre. Et sachez également que ce processus est hyper important parce qu'il entraîne la création de nouveaux circuits neuronaux qui bien sûr seront reconnus très rapidement pour le cerveau. Pourquoi? Parce qu'ils seront comment dire, cela constituera un centre d'intérêt, comme toujours. Donc, encore une fois, la mémoire à long terme se met en place rapidement. Et ces circuits neuronaux, pourquoi ce sont des nouveaux circuits? Parce que ce sont des connexions comment dire, neuromusculaires qui sont nouvelles, que l'élève ne connaît pas forcément. Et il va les assimiler très vite, beaucoup plus vite qu'avec des explications qui n'en finissent pas, en quelque sorte. Et donc, ben évidemment, donc ça avait pour objectif de développer toutes ces nouvelles sensations, et ça s'inscrivait, pardon, de manière inconsciente, bien sûr, au début, et puis après, c'était rapidement traité, donc du coup, je les reproduisais. Ça aussi, c'est quelque chose qui est unique et que je fais beaucoup aussi à mes élèves. Les exemples seraient nombreux, mais bon, ce que je retiens, tout simplement, c'est que la participation de la vue était le plus souvent évitée. Voilà, tout simplement, il y a toujours des moyens de s'en sortir, et justement, ce professeur était particulièrement excellent dans ce domaine. Bon alors après, donc, j'obtiens mon bac, après X années d'ennui. Et donc en même temps, bon bah voilà, j'ai 18 ans, donc je passe au conservatoire de Montpellier, dans des cycles supérieurs, on va dire, des cycles plus élevés. Ah bah là, je pourrais dire à peu près la même chose, je peux tenir les mêmes propos avec ce nouveau prof que j'ai à cette époque. Ce que je retiens, c'est que je retiendrai le fait qu'à force de vouloir m'aider à résoudre des difficultés techniques ou musicales, parce que j'en ai prouvé le besoin, bien sûr, et ben cette prof, c'était une femme que j'avais, elle faisait preuve de beaucoup d'imagination. Et ça aussi, ça m'a marqué. Et c'est la même chose maintenant quand je travaille avec moi-même et avec mes élèves aussi. C'est que ça a développé chez moi finalement la notion de créativité en quelque sorte, d'imagination. Alors déjà que le monde imaginaire est également bien développé chez les gens dans mon cas, alors là, n'en parlons pas. Là, pour le coup, c'est pareil. Vous voyez, c'est encore un exemple flagrant d'un professeur qui sait s'adapter, qui sait parfaitement analyser un élève et qui sait vraiment comment dire, faire en sorte d'entrer dans son mode de fonctionnement pour le renforcer encore plus et pour lui faire prendre conscience de plein de choses par, comment dire, en allant toujours dans sa direction. C'est vachement bien ce genre de méthode et c'est ce que l'on doit utiliser avec nos élèves. Encore une fois, ça m'a beaucoup influencé pour plus tard. Et c'est marrant parce qu'elle me faisait des réflexions parfois. Elle me disait, ton meilleur professeur, c'est toi-même. Parce qu'elle se rendait bien compte qu'à force de m'aider, j'ai réussi à le faire par moi-même, tout seul, en fait, tout simplement. Et j'ai inventé mes propres méthodes. Et même encore maintenant, c'est pareil, voilà, tout simplement. Donc, cette attitude, on peut dire que j'adopte actuellement dans mes méthodes pédagogiques, mais finalement, qu'est-ce que c'est? C'est que le reflet de mon éducation musicale qui a été réflexive, on peut dire. C'est-à-dire que ça a été axé sur la représentation mentale, ça c'est normal, c'est quasi naturel. Sur l'imagination, sur l'adaptation
mais sur la réflexion aussi, beaucoup de réflexion dans mon apprentissage, énormément. L'analyse, bien sûr, l'empathie. Hein, l'empathie, c'est une qualité que beaucoup de professeurs devraient avoir, en tout cas, hein, bien sûr. Hein. N'oubliez pas que le cours de piano, c'est un lieu d'échange en quelque sorte, mais aussi l'écoute et tout ce qui relève de la transversalité interdisciplinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire le raisonnement par analogie, par métaphore, qu'on répond parfaitement dans des cas comme moi. Et d'ailleurs, je m'en sers beaucoup avec mes élèves. Je cherche pas, je répète toujours cet exemple-là, mais je cherche pas à leur dire qu'ils ont fait une faute dans tel ou tel passage. J'essaie de leur faire comprendre par des analogies, avec des situations vécues, avec des couleurs, je fais référence à plein d'autres domaines que j'essaye de comparer avec la musique. Et de ce fait, naturellement, les problèmes se résolvent. Pas toujours, bien sûr, mais très souvent, on essaie d'éviter les explications trop directes, en quelque sorte. Et ça marche très bien. Bien sûr, la recherche d'esthétique aussi, hein, c'est quelque chose qui a été très présent au cours de mon apprentissage, ce qui paraît tout à fait normal, ça a de perdre la faculté d'écoute, donc c'est normal tout cela. Donc je rajouterai aussi le fait qu'à cette époque-là, cette prof a une très bonne idée, il faut bien le reconnaître, c'est qu'elle m'envoie du côté de Marseille, enfin pas loin de Marseille, voir un pianiste aveugle. Alors ça a été une super idée. Parce que là, j'ai réalisé aussi quelque chose. Alors bon, déjà, disons qu'une nouvelle aide pédagogique se met en place. Hein. Bah, pourquoi? Parce que je commence à travailler les yeux fermés. Ah bah oui, bah forcément. Hein. Et alors là, je réalise un truc, mais pas possible. J'ai été d'ailleurs surpris de le constater, c'est que j'avais une très mauvaise connaissance du clavier. Bah alors, c'était vraiment exécrable, j'en venais pas. Bon alors déjà, ça s'explique facilement, puisqu'à force d'éviter le déchiffrage, ce qui est logique dans mon cas, on ne peut pas faire autrement. Ben, et malgré bien sûr les conseils de mes professeurs, je fixais ma tête sur le clavier. Et même encore maintenant, d'ailleurs, je fais toujours la même chose, sauf que maintenant, évidemment, à force de travailler en fermant les yeux, tous les problèmes se sont résolus tout seuls. Mais bon, disons que mon jeu à cette époque-là dépendait essentiellement de ma vue, ce qui dans mon cas est très mauvais. Hein, dans le cas de tous les malvoyants, c'est vraiment le truc à pas faire. Hein, d'accord. Donc cette technique aussi, ça m'a énormément apporté dans la gestion des déplacements, même dans la détente d'ailleurs. Hein, ça a renforcé encore un peu plus toujours pareil, ce phénomène de représentation mentale. Donc ça m'a vraiment passionné ça. Et j'emploie encore aujourd'hui, bien entendu. Bon, puis après, j'entre à l'école normale, Alfred Cortot à Paris. Alors là, pour le coup, le temps que j'ai passé là-bas, je vais pas trop le détailler parce que on sort vraiment du cadre du piano. Ce n'est plus le sujet ce sujet ne concerne plus la déficience visuelle. Mais disons que cette année-là, ça a été la plus importante. Pourquoi? Parce que ça m'a, ça m'a fait réaliser une chose, c'est que tout ce que j'avais intérieurement, finalement, tout ce que j'avais développé, je parle bien intérieurement, j'ai bien dit, des qualités intérieures, on pouvait en tirer encore plus profit. Alors je détaillerai ça dans un autre enregistrement, mais grosso modo, c'est depuis ce temps-là que j'ai appris à raisonner complètement à l'envers de ce que je faisais auparavant. C'est-à-dire que naturellement, on déchiffre une nouvelle œuvre, on assimile les notes, on interprète, etc. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à renforcer encore plus l'analyse, encore plus l'écoute, encore plus tout ce que j'avais déjà finalement, qui était présent naturellement en moi, et à les mettre tellement en avant que finalement, lorsque je démarrais une nouvelle œuvre, et ça a été un super conseil vraiment de ce professeur, et je le remercie parce que le fondement de ma pédagogie actuellement se base vraiment là-dessus avec mes propres élèves. C'est-à-dire qu'avant de démarrer une œuvre, l'œuvre finalement que l'on va déchiffrer n'est que la confirmation de tout ce que l'on peut penser, de toutes les idées que l'on a déjà sur cette œuvre. Voilà. Bon alors je détaillerai ça davantage en gros, mais je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Donc bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et dans un dernier enregistrement, je pense, je parlerai tout simplement de l'enseignement du piano et de la déficience visuelle. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Là, c'était plus le sujet de l'apprentissage, mais j'ai quand même déjà fait des parenthèses sur ma propre pédagogie. Alors j'entrerai un petit peu plus en détail la prochaine fois. Et je citerai cet exemple de cet élève que j'ai déjà eu, qui est dans le même cas que moi.
Et voilà, ce sera la fin après hein, de tout cet enregistrement donc sur la déficience visuelle, l'apprentissage musical et l'enseignement musical également. Voilà, merci à tous et à toutes.